Téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie. De plus en plus dans notre cité, des crimes de sang sont enregistrés, des viols, mais aussi d'autres crimes insolites. De quoi justement interpeller les experts judiciaires. Dans cette émission Justice et démocratie de cette nuit, j'ai préféré justement aborder un thème d'importance capitale qui porte sur l'expertise judiciaire et ses conséquences sur la manifestation de la vérité en matière justement de recherche des causes, d'expertise de la criminalité. Et pour parler justement de ce sujet important et d'autant plus important justement dans notre pays, j'ai cru devoir recevoir ici même au plateau de la télévision nationale M. Mamadou Aliou Dramé. M. Dramé, il est consultant international en matière judiciaire. Il est ancien président de la cour d'assises de Conakry et il est magistrat. Il est à ma droite. Avec lui dans cette émission Justice et démocratie, professeur Alassane Ba. Il est médecin légiste, celui par qui justement la réponse à ces questions que nous venons de poser passe fondamentalement. Donc deux invités de taille pour une émission Justice et démocratie. Amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Alors je vais commencer fondamentalement par ma gauche, ma droite, je ne sais pas. Bon, on va dans un premier temps poser la problématique. Est-ce qu'il y a une problématique de la criminalité qui nécessite aujourd'hui, n'est-ce pas, la mobilisation des experts? Je vais commencer par M. Dramé. Alors tout à fait, M. Abdoulaye Djibril Diallo. La recrudescence des infractions criminelles dans notre pays fait que aujourd'hui cette nécessité est extrêmement importante. D'autant plus que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays des choses inimaginables, des corps sans tête, des viols sur des mineurs, des viols sur des petites filles de 3 à 4 ans, des meurtres, des assassinats. Et même des kidnappings. Des kidnappings. Tout cela montre qu'il y a un problème réel. Or, lorsque ces faits-là se produisent, il faut rechercher quelles sont les causes, quels sont les auteurs, quelles sont les circonstances dans lesquelles ces infractions ont eu lieu. En tant que magistrat, nous cherchons à savoir les faits. Mais M. Djibril, nous ne sommes pas omniscients. Oui. On connaît une partie, oui. Mais une autre partie, là on a besoin de l'homme de l'art. Oui. Ce que dit le code de procédure pénale. L'homme de l'art, c'est l'expert judiciaire. Oui. Donc ça, c'est fondamental et il faut que, à la fois et les magistrats, à la fois les officiers de police judiciaire de tous les bords, que la population elle-même sache les circonstances dans lesquelles une personne est morte. Vous avez vu une personne qui est pendue. Il s'agit de savoir est-ce que cette personne-là s'est suicidée. Bien. Un. Oui. Ou bien est-ce qu'il y a eu une simulation. Effectivement. D'un crime, oui. à une sorte de suicide. Bien, effectivement. Or là, qui va rechercher ça? C'est le médecin légiste. Oui. Nous, magistrats qui sommes saisis, les officiers de police judiciaire qui sont saisis, on va demander au médecin de venir. En ce moment, il appartiendra à celui-ci de déjà faire ce qu'on appelle la scène de crime. Je ne vais pas rentrer dans les détails là en attendant, pour que l'on puisse aller beaucoup plus en détail dans le processus. Effectivement, parlant de cette expertise judiciaire, il y a aussi, n'est-ce pas, la question de la balistique, parce que parfois, il y a des cas où on retrouve des corps, par exemple des personnes victimes, par exemple, par balle. Il faut faire une expertise balistique. On va voir justement est-ce que notre justice est organisée à même justement de procéder à des recherches justement scientifiques des causes, par exemple, de ces crimes, ce qu'on appelle fondamentalement la criminalistique. Je pense que c'est un domaine d'action aussi qui vous intéresse. C'est-à-dire que là, ce n'est pas, surtout au niveau de la justice, mais au niveau du médecin légiste. Parce que nous, en tant que magistrats, nous allons constater que voici une personne qui est morte. Il y a des balles. Il s'agit d'appeler maintenant l'expert pour déterminer quel est le type d'arme. Quel est le type d'arme? Quelle est la distance à partir de laquelle le tir a eu lieu. Donc c'est tout ça que nous, par ce qu'on appelle une réquisition à médecin, on va demander à l'expert, dans une mission, voici un corps qui a été retrouvé, dites-nous, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est par balle? Est-ce que c'est par arme blanche, etc. Et lui, il est obligé de répondre au magistrat. Et c'est sur la base de ça que le magistrat va prendre sa décision. Certes, le rapport de l'expert, il est fondamental, mais il ne lie pas le juge.
Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que même si le médecin... Avant qu'on y arrive, ouais. Je précise que vous êtes auteur de quelques 22 livres sur la justice en Guinée, Merci. dont l'expertise judiciaire, qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Il y a les réformes de la justice en Guinée, il y a les magistrats en Guinée. Bon, parlant de l'expertise judiciaire, puisque vous y avez parlé justement dans ce livre, il y a fondamentalement que moi, j'ai vécu un fait, c'était dans le procès des mutins. Il y a eu qu'un colonel de l'armée, le colonel Séni, a été, n'est-ce pas, tué dans l'enceinte même du camp Alpha Yaya par deux accusés qui étaient poursuivis. C'était le lieutenant Mohamed Touré et le lieutenant Narumba. Les deux étaient armés. L'un a poursuivi le colonel. Il était armé par derrière. L'autre était devant. Les deux ont tiré. Et il fallait justement déterminer laquelle des armes justement avait atteint le colonel. Exactement. Parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez fondamentalement que notre justice est à même de procéder à un travail de ce genre? Non. Puisque vous avez travaillé justement sur l'expertise judiciaire. Le problème n'est pas... parce qu'on a les ressources humaines, M. Djibril. Oui, on a les ressources. On a des cadres, les ressources, on a des cadres qui sont formés. D'accord. Mais qu'est-ce qui reste? C'est les moyens. Et les moyens, là, qui doit les donner? C'est l'État. D'accord. Mais si l'État ne donne pas les moyens, comment les experts vont travailler? Donc vous pensez à ce niveau qu'il y a un problème de moyens? De moyens? Quant à la qualification justement de la police scientifique? Tout à fait. D'accord. Alors, professeur Hassan, vous êtes effectivement le médecin légiste, je l'ai dit, celui par qui, n'est-ce pas, les premières investigations en matière de crimes de sang, n'est-ce pas, sont portées. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous poser la problématique de la cartographie de la criminalité telle que vous la vivez dans votre métier? Je pense que la médecine légale est un maillon incontournable de la justice pour la manifestation de la vérité. C'est à ce titre que nous intervenons sur la base d'une réquisition du procureur, du juge d'instruction et des officiers de police judiciaire pour déterminer lorsqu'il y a mort d'homme sur les circonstances de la mort et sur les causes réelles de la mort. Donc là, nous intervenons en rapport avec la justice. Mais il y a des cas aussi où ce n'est pas dans tous les cas où on est confronté à des morts d'hommes. Vous l'avez si bien dit, bien fait d'ailleurs de rappeler dans votre introduction qu'il y a de plus en plus des agressions sexuelles dans notre pays, ce qui est très important et qui représente aujourd'hui 30% de nos consultations. Il y a beaucoup de cas de coups et blessures par arme blanche, par arme à feu. Et pour répondre à votre question sur la cartographie, nous avons une étude qui est tout à fait récente sur les plaies par arme blanche dans la région de Conakry. Et là, nous avons retrouvé que la région, par exemple, de Ratoma, aujourd'hui, c'est une région criminogène, où il y a beaucoup de cas de violences, notamment par arme blanche. Et ensuite, la région de la commune de Matoto. Bon. Peut-être on pourrait dire que Matoto, c'est une des communes les plus peuplées de Conakry et Ratoma, mais je pense que le fait que souvent ce sont des zones enclavées, des zones pour lesquelles la police certainement a des difficultés de quadriller régulièrement, explique en grande partie la recrudescence des crimes dans ces zones. Donc ça, c'est un fait. Nous avons des études qui sont tout à fait, qui le démontrent que dans ces zones, c'est des zones où il y a beaucoup de violence, malheureusement. Alors, et quand est-ce justement on fait appel à vous, par exemple, c'est quand il y a contentieux, c'est-à-dire qu'il y a suspicion sur les causes de la mort, ou chaque fois qu'il y a décès, il faudrait que, n'est-ce pas, obligatoirement, le médecin légiste. J'ai commencé par vous dire que nous sommes un maillon de la chaîne pénale. Lorsqu'il y a mort d'homme, la mission de la justice, c'est de déterminer les causes, les circonstances de la mort et de contribuer à la manifestation de la vérité. Donc c'est dans ce dispositif que nous intervenons. Vous le faites quand vous êtes requis ou bien vous le faites lorsqu'il y a mort d'homme dans la région de Conakry, de façon systématique, s'il y a une découverte de cadavres, nous sommes appelés. Nous sommes appelés par les officiers de la police judiciaire, nous sommes appelés par les officiers de la gendarmerie, nous sommes appelés par le parquet. Nous nous rendons sur les lieux et nous faisons partie de cette équipe qu'on appelle la scène de crime, où on sera en présence, on aura en présence le procureur, les officiers de police judiciaire, le médecin légiste qui est expert en médecine, les experts en balistique, les experts en roulage, et tout ce monde se retrouve autour du cadavre et toujours dans le but de rechercher la manifestation de la vérité.
Donc à ce niveau-là, et j'aime souvent le rappeler à la police, autant que faire se peut, il ne faut jamais déplacer le cadavre avant l'arrivée du médecin légiste. C'est lorsqu'on arrive, on procède au prélèvement sur le terrain, c'est-à-dire que la police scientifique va faire le prélèvement des empreintes digitales, le prélèvement du sang, pour la recherche de l'ADN. Et nous, on va retrouver la position du corps, c'est très important. On va rechercher les signes de la mort. Et comme vous l'avez si bien dit dans les cas de pendaison et de suspension, c'est facile aujourd'hui de tuer une personne, de mettre la corde au cou et de suspendre le corps. Pour une personne qui n'est pas initiée, tu vas venir, tu vas dire oui, il s'est suicidé. Alors qu'en réalité, il s'agit bel et bien d'un homicide. Donc c'est le médecin légiste qui peut intervenir. Voilà. Et quels sont les instruments justement à portée de main, justement, que vous utilisez pour mener à bien cette opération? Je crois que le premier, M. Dramé a bien fait de rappeler, c'est d'abord la formation. Aujourd'hui, un médecin légiste formé, c'est un médecin légiste qui est capable de distinguer une pendaison à une suspension. Ça, c'est très clair. Maintenant... ça, c'est à vue d'œil ou bien il y a des examens? Il y a des examens. Vous savez, lorsqu'une personne, elle vit, il y a le sang qui circule, n'est-ce pas? Ouais. Donc, lorsqu'une personne qui se suspend, qui se pend, donc la corde autour du cou est suspendue à un point fixe, et le corps, est sous la pression de son propre poids, exerce une traction suffisante et entraîne la mort. Donc nous, on verra au niveau du cou des traces qui sont liées à cette lésion parce qu'elle est antémortem, parce que la personne était vivante lorsque cette traction s'exerçait, donc le sang était là, donc on va voir toutes ces lésions-là au niveau du cou. Et il y a des signes qui marquent aussi l'asphyxie, parce que lorsque vous faites une compression à ce niveau, vous empêchez le sang de circuler, de venir au cerveau. Donc le sang qui n'arrive plus au cerveau, donc le cerveau n'est pas oxygéné, ça provoque ce qu'on appelle une hypoxie cérébrale. La personne va mourir. Donc tous ces signes-là peuvent se retrouver au niveau du visage, qu'on peut retrouver. Par contre, lorsque la personne est déjà morte et vous mettez la corde au cou, vous n'avez pas la possibilité de voir ces signes, parce que le sang ne circule plus après la mort. Donc au premier coup, on fait ce diagnostic différentiel avant même l'autopsie. Et si on fait l'autopsie, naturellement, il est évident qu'on verra, si la personne était vivante, on verra qu'il y a des tissus, il y a des vaisseaux qui sont déchirés parce que la personne était vivante, on verra qu'il y a du sang. Alors que lorsque la personne n'était pas vivante, on verra autre cause qui justifie la mort. Bon, par rapport justement à cette question, en fait, vous avez été requis et j'ai suivi ça dans le procès, par exemple, Malik Condé, n'est-ce pas, avec Cléophas Lama dans l'assassinat du jeune diamantaire Mohamed Touré. Ouais. Il était question de savoir justement la façon dont le jeune a été ligoté, c'est-à-dire quelles étaient les causes, qui étaient parmi justement les accusés, n'est-ce pas, dans ce procès, qu'il était responsable pénalement, n'est-ce pas, de cette pratique. Alors, vous avez intervenu et puis vous avez apporté justement de la manifestation de la vérité dans cette pratique. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement? Bon, vous avez très bien fait de rappeler ce cas. Et même dans le procès des gangs, quand on a tiré sur M. So, je crois que c'était par Mathias, il était question, n'est-ce pas, de déterminer si le sang de la personne retrouvée là-bas, c'était le sang d'un homme ou bien d'un animal. Absolument. Vous avez été requis. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, pour le premier cas, en fait, nous avons fait l'autopsie de Mohamed Touré. C'était avec Malik. Et les deux accusés, c'était un certain Malik Condé et M. Cléophas Lama. Qui était un policier. Qui était un policier. Ouais. Je me rappelle ce jour. De la police judiciaire. La police judiciaire. Alors ce jour, j'ai été appelé le matin pour aller intervenir au niveau de la cour d'assises par le procureur Soto, le président à l'époque, M. Soto. Oui. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et la question qui m'a été posée, c'est entre les deux, qui était responsable de cette pratique de torture qu'on appelle la technique de Itosha. Alors, lorsque j'ai vu que ce sont les deux poignets qui étaient reliés par derrière au niveau de cheville, avec une extension du thorax, donc qui va empêcher les muscles du thorax et puis le diaphragme de fonctionner normalement, donc qui va arrêter la respiration. Et tout de suite, j'ai dit que cette technique est une technique malheureusement policière, de torture. Donc la seule personne qui était habilitée, qui avait les compétences pour réaliser cette méthode-là, c'était malheureusement M. Cléophas Lama. Donc ce qui a permis au juge de situer la responsabilité individuelle de M. Cléophas par rapport à Malik. Donc il y a eu des cas comme ça. Et
je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on retrouve du sang à côté d'un cadavre, la première des choses à savoir, c'est est-ce que c'est du sang humain, est-ce que c'est du sang animal. Je suis très d'accord. Et malheureusement, on peut réaliser ce test qu'on appelle le test de Coombs aujourd'hui, ce qui nous a permis, à l'époque de l'affaire dans le procès des gangs, lorsqu'on nous a requis, avec le procureur qui est décédé, comment il s'appelle, Aboli. Oui. Et nous sommes allés sur les lieux, on a fait le prélèvement du sang, nous sommes venus à l'hôpital Ignasdine, on a fait le test de Coombs, on a retrouvé qu'effectivement le sang qui a été retrouvé là-bas n'était pas du sang humain. Ça aussi, ça a beaucoup aidé la justice. Parce que bon, on se posait la question si ce sang appartenait à la victime qui était sur les lieux. Donc c'est très important. Mais le problème, c'est qu'il faut aller au-delà. Lorsqu'on retrouve que c'est du sang, il faut déterminer à qui appartient ce sang. Et c'est tout là, le problème. Il faut le test ADN. Est-ce qu'on peut faire justement, parce que tout le monde en parle en Guinée, est-ce qu'on peut faire le test ADN? Malheureusement, jusqu'à présent, on ne peut pas le faire. Parce que même dans la recherche, justement, dans la recherche de la paternité, il y a parfois des contentieux. C'est une fille qui a accusé un homme de grossesse. Le contentieux, il faut justement essayer de lever l'équivoque. On passe obligatoirement par le test ADN. Si tel arrivait justement que vous êtes requis, quelle est la démarche à cet effet que vous faites? Bon, aujourd'hui, sur le plan pénal, lorsque nous sommes en face d'un corps pour lequel, par exemple, il y a des traces de sang partout, il y a plusieurs personnes qui sont incriminées, il faut rechercher la responsabilité individuelle pour savoir à qui appartiennent les traces de sang, on ne peut pas le faire sur le plan pénal. Sauf si vous faites recours, par exemple, à l'international. Oui, je vais venir. Lorsqu'on fait recours à l'international, il faut dire que pendant un certain temps, le transport de liquides biologiques était interdit. Surtout, on a été frappé par Ebola. Oui, ça, donc on ne pouvait pas prendre du sang ici pour envoyer en France et faire des prélèvements. Par contre, lorsque c'est une recherche d'ADN dans le cadre d'une filiation de paternité, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des prélèvements endobicaux, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un écouvillon, on peut prélever à l'intérieur de la bouche et qu'on met dans des enveloppes bien fermées qu'on a à notre disposition et qu'on envoie dans des laboratoires agréés avec lesquels nous travaillons en France et en Belgique, notamment à l'Institut de médecine légale de Liège ou bien à Bordeaux. Donc on envoie et puis on nous ramène les résultats. Mais je crois que c'est... Quel est le pourcentage de fiabilité, justement? Ah oui, c'est à 99,9%. L'ADN, c'est fiable. C'est fiable, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Voilà. En tout cas, pour le moment. Oui, pour le moment, il n'y a pas de doute. Il y a des doutes sur les autres techniques. Lorsqu'on veut faire croire les sous-groupes sanguins, ce n'est pas tellement fiable. Mais l'ADN, c'est une technique fiable par rapport, en tout cas, à la recherche de paternité. Justement, par rapport à la... Moi, je voulais, sur l'intervention du professeur, et c'est vrai aujourd'hui que le déplacement des corps, la population aujourd'hui, il suffit qu'un crime se commette, vous voyez tout le monde à court. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la contamination de la scène du crime. C'est-à-dire que parfois, lorsque le criminel vient, il commet une infraction, il peut laisser des traces. Absolument. Et malheureusement, les gens viennent directement là, ils marchent, ils touchent partout. Là, il y a une contamination. Ensuite, le deuxième fait, c'est le fait de déplacer le corps. Le code pénal l'interdit et le punit. Ah, d'accord. Le fait de déplacer le corps avant l'arrivée du médecin légiste, avant l'arrivée mais si les gens veulent secourir, par exemple, on trouve quelqu'un en souffrance, on veut l'envoyer à l'hôpital. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Mais les difficultés que nous avons, M. Djibril, c'est une denrée rare. Quand on prend aujourd'hui un crime qui est commis à Yomou, ou bien qui est commis à Bissikrima, ou bien à Koundara, on n'a pas de médecin légiste. Donc là, on a besoin vraiment de formation. On est en train de former. Aujourd'hui, j'ai ouvert il y a 3 ans ce qu'on appelle le 2S, le diplôme d'études spécialisées en médecine légale. J'ai 10 médecins qui sont inscrits à ce 2S et qui sont aujourd'hui en pleine activité. C'est des jeunes qui ont travaillé pendant très longtemps avec moi, donc qui sont inscrits à ce 2S pour avoir enfin une formation, en tout cas diplômante. Et ces jeunes apportent entière satisfaction. J'en ai un qui est à l'Abbé, qui est très connu, le docteur Moutar, et qui, en tout cas, selon l'avis des autorités judiciaires de l'Abbé, ils sont tout à fait satisfaits. Bien, donc oui, d'accord. Je continue. Et ensuite, vous avez parlé de la nécessité, la présence du médecin légiste. Oui. Monsieur Djibril, par exemple, si on parle de pourquoi ce livre, c'est parce que quand vous regardez le code de procédure pénale ancien,
on ne parlait qu'environ de 2 ou 3 articles sur l'expertise. Mais le nouveau code de procédure pénale donne plusieurs articles et qui parlent même des autopsies. Et ça permet aux magistrats de faire recours aux médecins. J'ai connu un cas, lorsque je présidais une cour d'assises à l'Abbé, le fait s'est produit à Tougué, quelqu'un qui la nuit s'est levé et puis il a égorgé son enfant. Il a déchiré la poitrine, il a sorti le cœur, il a mis dans une calebasse, il est allé envoyer à l'imam. L'imam, ça, on m'a dit, c'est le sacrifice pour que notre ville soit la Kaaba. Il était dément ou quoi? Oui. Très bien. Très bien. Là c'est la question qu'il fallait se poser. Effectivement, on a été obligé de demander le médecin légiste pour savoir est-ce qu'il est dément. Il s'agit de voir, au moment où il commettait l'infraction, est-ce qu'il était dément ou il n'était pas dément? Parce qu'il n'y a ni crime ni délit. Voilà. Si justement l'auteur était en situation de démence. Voilà. Ça c'est un des faits justificatifs du code. Ensuite, je voulais parler le cas des pendaisons. Effectivement. Un jeune garçon a pris une pierre, il a cassé le rétroviseur d'une moto. C'était au temps de la Révolution. Et la milice l'a attrapé et l'a frappé. La nuit, le petit est mort. Qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont fait asseoir sur une chaise et puis ils ont mis une corde. Ils ont simulé un suicide. Donc comme le professeur l'a dit, on est venu, on a appelé le docteur qui était là, il a regardé, il dit non, mais ça, on ne peut même pas parler de suicide étant entendu que la victime est assise. Donc là, il y a parfois des cas où on est obligé de regarder avec beaucoup de parcimonie. On est obligé parfois aussi de toujours faire recours au médecin. Mais attention, le médecin légiste ne va pas dire que c'est elle qui est coupable. Non. Non, on reviendra justement au cas par cas. Moi, je voudrais juste ajouter une précision sur la pendaison. Vous voulez dire que son expertise ne lit pas le juge? Absolument. Non, absolument. Mais dans les conditions normales, il peut refuser, mais il devra motiver sa décision. Mais qui ça? Le juge. Oui. Voilà, lorsqu'il refuse. Oui, mais tout à fait, il motive. Il motive sa décision. C'est une obligation. Maintenant, dans les cas de pendaison, il y a ce qu'on appelle les pendaisons incomplètes. Pendaison incomplète. Tu peux retrouver quelqu'un qui est assis sur sa chaise comme ça, et s'est suicidé par pendaison. Seul, avec une seule inclinaison. Vous voyez, c'est beaucoup plus fréquent au niveau des prisons. Le gars, il attache une corde sur la fenêtre et tu le vois coucher sur son lit, incliné latéralement, et il est mort. J'ai eu un cas récemment ici d'un jeune qui s'est suicidé. On l'a retrouvé assis à côté de sa chaise, légèrement incliné en bas. La famille est venue dire que non, c'est sa femme qui l'a tué. Et lui, il ne pouvait pas se suicider. Il n'avait aucune intention de se donner la mort. Et c'est l'expertise médico-légale, c'est l'autopsie qui a démontré qu'il s'agissait bel et bien d'un suicide. Et comme c'était des officiers de police judiciaire, il avait la famille qui était des policiers et tout ça, je les ai appelés pour leur faire comprendre qu'effectivement leur frère s'était suicidé. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas dans tous les cas où le suicide il est complet. Vous allez retrouver le support qui est une chaise qui l'a aidé à monter et à mettre la corde et puis à lever la chaise et puis s'abandonner sur son propre poids. Mais il y a des cas de suicide où le suicide est incomplet. Et dans ces conditions, ce n'est pas évident. Et c'est pourquoi vous avez parfaitement raison. Il faut faire intervenir le médecin légiste qui va déterminer. Oui, mais je pense que le médecin légiste n'est pas le seul justement sur la chaîne pénale. Parce qu'il y a le juge d'instruction aussi qui vient, n'est-ce pas, qui essaye au cas par cas de toucher, de serrer, de voir justement les éléments justificatifs fondamentaux. Le juge d'instruction ne peut pas dire de quoi il est mort. Le médecin intervient. Mais quand même, il peut regrouper tous les éléments, tous les indices fondamentaux. Le médecin légiste intervient sur la base de la réquisition de ce juge d'instruction. Nous sommes mandatés. Mais il nous appartient de déterminer, en tout cas tout ce qui concerne le corps, est-ce qu'il s'agit d'un homicide, est-ce qu'il s'agit d'un suicide, le juge qui va qualifier. Mais en ce qui nous concerne, on donne les circonstances et les causes de la mort. Bien. Alors, il y a les principes, il y a la réalité, M. Dramé. Dans le travail sur l'expertise judiciaire que vous avez eu à faire, est-ce que fondamentalement, pour les cas de crime
qu'on enregistre dans la cité. Tous ces experts-là, fondamentalement, se mobilisent. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que j'ai comme l'impression, vous l'avez dit, il y a un crime, on déplace le corps, les éléments de preuve, tout cela s'enchevêtre. Qu'est-ce qu'il faut fondamentalement pour gérer, à mon avis, toutes ces contre-expertises qui peuvent justement être de nature à nuire, à porter préjudice à la manifestation de la vérité? Non, ce que vous avez dit là, surtout, vous venez d'employer un terme, contre-expertise. C'est aussi fondamental. C'est-à-dire que lorsque on requiert un premier expert, il fait un travail, une des parties peut contester cette expertise-là. En ce moment, on va procéder à une contre-expertise. Premier volet. Deuxième volet, le juge peut requérir un médecin légiste. Il peut requérir 2 médecins ou 3 médecins. Là, ça dépendra de l'affaire, de l'importance de l'affaire. Ouais. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un terme juridique qui, aujourd'hui, doit interpeller nos officiers de police judiciaire. On ne doit plus parler de par la loi. Ouais. Hier, les officiers de police judiciaire, police, gendarmerie, ils avaient tous un imprimé de par la loi qu'ils envoyaient aux médecins. Maintenant, jusqu'à présent, certains envoient, mais sauf au niveau de la gendarmerie, parce qu'à la gendarmerie... C'est le nouveau code pénal qui l'interdit ou quoi? Qui dit qu'il faut une réquisition. Ce n'est plus de par la loi, c'est une réquisition à un médecin. C'est comme vous pouvez voir le problème en matière de viol, des cas fréquents, ou bien en matière de coups et blessures volontaires. Et ce qui va nous ramener à un point, M. Djibril, c'est que tellement que l'expert judiciaire, le médecin légiste est important dans la chaîne pénale, qu'il peut faire basculer aussi la justice d'un point à un autre. Comment? On voit dans les cas de coups et blessures volontaires, une personne qui vient avec un certificat médical, avec ITT de 20 jours, c'est-à-dire incapacité temporaire de travail. Ouais. Il dit, ah non, laissez-moi, moi si je vais aller voir mon médecin, on va me faire. Il va voir le médecin, il va lui dire, écoute, l'autre a 20 jours, mais pour moi 3 mois. Donc, là, c'est aussi des cas. Là, dans la violation de la déontologie, fait qu'on peut faire... intenter une action contre le médecin. Une action contre la responsabilité médicale. Ouais. Maintenant, les cas qui sont beaucoup fréquents et qui font vraiment tache d'huile dans notre société, c'est les cas de viol. Oui, des agressions sexuelles. Oui, allez-y. Alors là, on a beaucoup tendance parfois à négliger lorsque le médecin légiste met déchirure ancienne ou bien met déchirure récente. Et vous voyez parfois certains avocats qui se lèvent, ah non, mais c'est une déchirure ancienne, c'est une fille qui a l'habitude de faire des relations. Mais la question n'est pas là, la question est au niveau du viol. Qu'est-ce que c'est que le viol? Tout à fait. Donc je vous retrouve dans quelques 2 petites minutes. D'accord. Université Roi Mohamed VI, l'une des plus majestueuses universités privées de Guinée. Connue par tous et reconnue dans le monde, elle s'impose à travers ses bâtiments flambant neufs et son programme d'enseignement régulièrement revu pour mieux les adapter au marché de l'emploi. Pour cette année 2017, l'Université Roi Mohamed VI met à votre disposition ses formations en programme juridique, sciences économiques, école des BTS, école polytechnique d'ingénieurs. L'Université Roi Mohamed VI dispose aussi d'un campus à Kemsar qui offre des formations en droit minier, administration minière, économie minière, environnement et sécurité industrielle, exploitation minière et géologie appliquée. Elle offre aussi à ses étudiants la possibilité de bénéficier d'une formation et d'un cycle d'études dans nos universités partenaires, l'Université Hassan Ier de CA, École nationale des mines de Rabat, Institut des mines de Marrakech et l'Université de Makeni en Sierra Leone. Pour profiter de ce programme exceptionnel, venez vite vous inscrire à l'Université Roi Mohamed VI, Sizaïm Bayata Nouri, commune de Ratoma. Université Roi Mohamed VI, la formation des élites pour le culte de l'excellence. Le président de la République vient de doter la justice guinéenne d'une chancellerie flambant neuve. La construction de cet édifice est l'expression de la volonté du professeur Alpha Condé de rapprocher la justice du justiciable guinéen. La construction de ce chef-d'œuvre a été réalisée par le groupe Guicopress.
Gicopress, c'est le génie inventif et créatif de l'entrepreneuriat guinéen. Gicopress, ou la fierté d'une entreprise guinéenne au service de la construction de la Guinée. Justement, vous parliez de la problématique du viol devenue très récurrente dans notre pays, fondamentalement. Et concrètement, vous avez parlé de ce pan aussi, n'est-ce pas, de la criminalité dans votre document, l'expertise judiciaire. Et concrètement, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Qu'est-ce qui a motivé justement l'intérêt particulier que vous avez accordé aux agressions sexuelles dans l'expertise judiciaire? Il faut d'abord faire la distinction au niveau de l'expression d'agression sexuelle entre ce que c'est que le viol et les autres agressions, c'est-à-dire attentat à la pudeur. Le viol, c'est quoi d'abord? Le viol. Pour que nos téléspectateurs comprennent fondamentalement. C'est le fait, c'est toute atteinte, toute pénétration sur une personne, sur la personne d'autrui, par violence, par contrainte, par surprise, ouais. Sans son consentement. On peut violer un homme? On peut violer un homme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le code de procédure, le code pénal dit que c'est toute pénétration sexuelle sur la personne d'autrui. Ouais. Cette personne d'autrui, c'est à la fois un homme et une femme. Donc on a intégré l'homosexualité avec tout ce que cela comporte comme vice, quoi. Pas forcément qu'on ait intégré l'homosexualité, parce que l'homosexualité est punie. Dans notre... Oui, mais fondamentalement, on n'a pas l'habitude de voir des hommes violés si ce ne sont pas par justement ces vices émergents. Oui, c'est des vices qui sont là, qui sont émergents, qui sont des vices de civilisation. C'est vrai, on a vu des cas à Koya. Oui, les jeunes faisaient des relations. Tout à fait. Je crois qu'il y a, comme vous le dites si bien, il y a des formes d'agression sexuelle qu'on ne connaissait pas. Notamment agression sexuelle entre homosexuels, ça c'est récent, notamment la pédophilie. Je crois que c'est des pervers sociaux qu'on ne connaissait pas bien dans notre pays. Justement, vous qui êtes médecin, est-ce que vous êtes confronté à ces réalités? Justement, c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, nous avons des agressions sexuelles chez les petits garçons qui sont victimes par des homosexuels qui les agressent. Récemment, j'ai eu un cas qui m'a été amené par la police judiciaire. Le jeune a été violé, je crois, il y a 10 ans. À l'époque, il avait 8 ou 9 ans. Et maintenant, à l'âge de 20 ans, il se rend compte qu'il devrait le dénoncer à l'époque. La police judiciaire m'envoie, oui, professeur, ce jeune-là, il faut l'écouter, il a été violé il y a 10 ans et tout ça là, de lui faire un rapport. Mais non. D'abord, ces lésions, si elles ont existé il y a 10 ans, elles ne sont plus là. Et le pourtour anal qui était entouré par un muscle, qui est peut-être au début élargi, mais il a retrouvé sa forme. Donc il n'est plus là. Donc il n'y a aucune lésion récente qui puisse permettre. Les indices, les traces ont déjà disparu. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc malheureusement, et c'est tout l'intérêt de dénoncer ou de porter plainte le plus rapidement que possible pour ne pas que il y a un délai à cet effet du point de vue légal. Il y a un délai. Mais même par exemple, en ce qui concerne les agressions sexuelles, normalement, dans la plupart des pays, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sets d'agressions sexuelles, SET. C'est-à-dire que tout médecin appelé vient avec sa sacoche, il y a un écouvillon, ils font des prélèvements pour ne pas perdre les spermatozoïdes et les envoient au laboratoire à la recherche des spermatozoïdes. Imaginez un cas de viol collectif. C'est 3 ou 4 personnes qui ont violé la fille. Et il a dit tout à l'heure, la responsabilité pénale est individuelle. On va rechercher quel est le spermatozoïde, si c'est le spermatozoïde de A ou de B qu'on va retrouver au niveau du vagin. Et de plus en plus, ce n'est pas au niveau du vagin parce qu'il y a les viols avec préservatif. Donc il faut aller dans les toilettes, rechercher les préservatifs et faire des prélèvements, mettre dans des écouvillons, envoyer au laboratoire, identifier les spermatozoïdes. Et lorsque ces spermatozoïdes sont identifiés, il faut faire des prélèvements sur le suspect au niveau des cheveux. On peut extraire l'ADN et comparer avec l'ADN de ces spermatozoïdes. Oui, mais tout ça, ça requiert quand même une procédure longue et périlleuse du fait que vous n'avez pas de laboratoire à cet effet. Non, justement, je dis ce qui doit se passer dans les conditions normales. Oui, ça c'est justement ce que nous faisons actuellement, il a bien rappelé, les magistrats souvent des florations hyménales anciennes et récentes. C'est clair. Lorsqu'une fille, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que malheureusement, la moyenne d'âge des victimes d'agressions sexuelles dans mon service, en tout cas, est de 11 ans. Donc, c'est des filles prépubères qui n'ont pas totalement les caractères sexuels secondaires.
Et lorsque ces filles, donc elles ont déjà la membrane qui est présente, elles sont violées, donc cette pénétration avec force, sans le consentement, va entraîner une déchirure, des lésions au niveau de la membrane hyméniale. Donc on va retrouver, elle va saigner parce qu'elle est vascularisée. Et lorsque c'est encore beaucoup plus violent l'acte sexuel, on peut avoir même des déchirures au niveau du vagin. On a des filles qui sont violées avec des fistules recto-vaginales. Lorsqu'elles viennent à la toilette, les selles reviennent dans le vagin. Donc tout ça, c'est des cas qui sont réels qu'on a dans le service. Donc lorsque nous voyons par exemple pour les magistrats, je leur dis c'est une défloration récente, et c'est là parce que ça saigne. Mais après une semaine, la membrane elle est cicatrisée. On peut dire, la fille revient nous voir après une semaine, on va dire que c'est ancien parce que déjà elle est cicatrisée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de pénétration. Encore qu'il y a beaucoup de tabous. Et c'est pour cette raison, la formation que j'ai initiée avec l'appui de l'organisation, il y a une organisation des droits de l'homme qui m'a aidé, à l'intention de tous les magistrats et des officiers de la police judiciaire, c'était sur l'interprétation de l'ITT. Parce que vous l'avez bien fait de signaler, souvent, lorsque je dis qu'il n'y a pas d'ITT, on a l'impression de dire, ah, le docteur a dit qu'il n'y a pas d'ITT, donc il n'y a pas eu viol. Mais non. Il y a ce qu'on appelle l'acte sexuel, il y a l'agression sexuelle, il y a l'agression sexuelle sans ITT. Incapacité totale de travail. Oui, d'accord. Voilà. Et souvent, ils utilisent ça pour donner la qualification à l'infraction commise. Mais lorsque la fille revient nous voir après 10 jours, après 15 jours, il n'y a plus d'ITT. Et la défloration, elle est ancienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu agression sexuelle. Donc à partir de 10 jours, 20 jours, 2 semaines, ça a disparu. Vous n'avez plus... Non, on peut donner des informations. On va vous dire qu'il y a une défloration hyménale qui est ancienne. Hein, mais on ne va pas vous dire qu'elle date de 10 jours ou de 20 jours. On va vous dire par exemple qu'il y a des lésions qui sont survenues au niveau vaginal ou au niveau du rectum, etc. Et tout ça, il appartiendra au magistrat maintenant de rétablir cette imputabilité. Hein? Bien. Donc vous avez été président de la cour d'assises de Conakry, certainement que vous avez été confronté fondamentalement à ces questions. Qu'est-ce qui prime justement dans cette infraction, c'est-à-dire l'agression sexuelle? Est-ce que c'est la contrainte simple ou bien c'est-à-dire c'est la violence? Parce que est-ce que quelqu'un peut violer par exemple sa propre épouse? Parce que justement, de par la définition que vous venez de donner, vous avez insisté simplement sur la contrainte. C'est sur l'absence de consentement. L'absence de consentement. Est-ce que dans un couple, justement, une femme... Dès lors que madame dit non, c'est non. C'est non. Et si l'homme force, consentante, elle peut poursuivre son mari pour viol. Il tombe sur le coup de la loi. Tout à fait. Parce que là, la question fondamentale au niveau du viol, c'est le consentement. Absolument. Et vous pouvez voir, dans ma carrière judiciaire, j'ai rencontré plusieurs cas de viol où parfois on est à la limite de l'incompréhension. Voici une travailleuse du sexe, c'est-à-dire qu'on appelle les anciennes prostituées, qui s'entend avec son client pour avoir des relations sexuelles. Il a payé. Et puis, il reste là à un moment donné. Le monsieur veut faire un deuxième match. Et puis la femme refuse. Si elle refuse, c'est que là, et qu'il a des relations forcées avec elle, là, il y a le viol. Il tombe sous le coup de la loi. Ensuite, je regardais ce qui se passe. C'est que le législateur guinéen se montre beaucoup sévère parce qu'il sanctionne même la tentative. Effectivement. La tentative de viol. C'est punissable. Et si tout à l'heure, M. Djibril, vous avez parlé des vices émergents. Regardez le nouveau code pénal. On a introduit une disposition là-dedans pour des personnes qui ont des relations sexuelles avec des animaux. Parce que c'est incompréhensible. Effectivement, j'ai vu ça dans le code pénal nouveau. Qui ont des relations avec des animaux, des chèvres, des vaches. Parce qu'au début, on avait un problème. Comme vous le savez, le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, pas de crime, pas de peine, sans loi. Oui, effectivement. Voici, est-ce que ça, ce n'est pas une anticipation? Parce que ce ne sont pas des réalités qui sont connues dans notre, dans notre société. Peut-être qu'on a dû anticiper du fait que ces réalités sont probantes dans d'autres pays. Non, je dis non. Parce que là, on a des cas. On a eu un cas ici. Je termine. On a eu des cas. Que vous avez jugés? Non, qui ont été jugés par des juridictions de l'intérieur, où des gens ont été pris en train de faire des relations sexuelles avec des chèvres. Voilà. Mais peut-être là aussi, il y a le cas de la démence. Est-ce que j'ai la démence?
Est-ce que c'est le vice émergent dont vous parlez? Oui, d'accord. C'est ça. Mais Bon, dès l'instant maintenant que, n'est-ce pas, ces infractions sont... Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Je crois qu'il y a un élément important qu'il faut noter dans les agressions sexuelles et qu'il faut vraiment encourager, c'est l'expertise psychiatrique des auteurs des agressions sexuelles. On peut psychiatrique. Voilà, d'accord. Parce qu'on peut raisonnablement se poser la question. Une personne qui a des pulsions sexuelles chez un enfant de 4 ans, je pense qui que ne dispose pas, voilà, qui est une personne qui n'est pas normale. Ouais. Un enfant de 4 ans ne dispose pas de caractère sexuel secondaire qui puisse attirer un homme. Ouais. Donc tu vois des gens qui se jettent sur cet enfant-là. Donc je crois, à mon avis, c'est très important d'envisager une stratégie psychiatrique. C'est la même chose chez les homosexuels. Oui, mais est-ce que la justice a une organisation à cet effet pour parer, par exemple, au plus pressé par rapport à ces réalités? Je vais vous donner un résultat. Je vais vous donner un résultat. Vous avez travaillé sur l'organisation judiciaire. J'ai fait une étude ici en Guinée sur les suites des auteurs des agressions sexuelles. Les suites des auteurs des agressions sexuelles. Autrement dit, lorsque moi je reçois la fille dans mon service, je vérifie qu'il y a des lésions en rapport avec une agression sexuelle récente. Donc les signes sont évidents. Il y a une ITT de plus de 15 jours, donc de 20 à 25 jours selon le code pénal, donc dont la qualification elle est criminelle. Notre code pénal est très clair là-dessus. Le viol est qualifié de crime. Donc compétence à l'époque avant la modification. La condamnation c'est de combien, ça dépend. Si le viol simple c'est de 10 à 20 ans. Mais lorsque le viol est aggravé, c'est 20 à supérieur. Très bien. Donc, ça, c'est dans le code pénal. Et lorsque nous avons fait l'étude, je dis, bon, au niveau, si je reçois 10 réquisitions de la police judiciaire, de la gendarmerie, je suis allé à la gendarmerie, tel que vous avez, le dossier numéro tel que vous avez envoyé ici, qui a été dont j'avais ce crime, quelle est la suite? S'il dit qu'il a transféré le dossier au niveau du tribunal de première instance, je suis allé au niveau du tribunal de première instance et j'ai suivi toute la procédure comme ça. Le résultat de cette étude, qui est publié, c'est que moins de 10% de ces auteurs ont été passibles devant la cour d'assises. Les 90% ont été relâchés. Certains dossiers au niveau classé sans suite, certains dossiers, qu'est-ce qu'on me disait que classés sans suite, désistement, voilà. Désistement, je ne sais pas, je vais poser la question au juriste. Est-ce que dans une procédure pénale, on peut désister, on peut mettre fin à une action pénale? Non. Ça m'étonnerait. Donc, désistement d'une des parties, etc. Donc, ça, c'est un cas réel. Donc, ça veut dire quoi? Je me suis posé la question, alors quel est l'intérêt de ces expertises? Si, par exemple, on détermine que c'est un viol et le rapport est fait et la qualification est criminelle, si les auteurs de ces crimes-là sont libérés parce que simplement il y a eu des interventions à tous les niveaux ou bien parce qu'on a classé ça suite, donc ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que la justice dit par rapport à ça? Il faut aller au fond des choses. Parce qu'il faut rechercher lorsque le magistrat requiert... Avant d'ailleurs, je voudrais un peu m'attarder avec lui. Vous avez parlé par exemple du viol, c'est-à-dire la contrainte. C'est cela vous avez dit, ça, le manque de consentement. Comment le prouver? Parce que le plus souvent, il n'y a pas un témoin. Et parfois, il peut y avoir justement des cas de manipulation, de machination, de simulation pour des intérêts égoïstes. Comment est-ce que le juge peut se comporter pour aider à la manifestation de la vérité par rapport à ça? Il y a contrainte, il y a violence, il y a surprise. La surprise, par exemple, vous avez... C'est-à-dire si la violence, il faudrait qu'il y ait des traces. S'il n'y a aucune trace. Monsieur Djibril, vous avez cette bouteille, il y a juste ce qu'on appelle la drogue du violeur. Ils vous mettent la drogue ici, c'est incolore, c'est inodore. La fille peut boire, et puis c'est fini, elle s'endort, il fait des relations sexuelles. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais il y a un autre problème, de plus en plus aussi, c'est que la fille, elle a un petit copain. La fille, elle a 16, 17 ans, elle a un petit copain. Pour ses parents, elle n'a pas de copain. La fille sort avec son copain, ils vont à Kindia. Il reste 3 jours, 4 jours avec le consentement de cette fille-là, qui a 16-17 ans. On me dira qu'elle n'est pas majeure. On revient, on porte plainte. Il a séquestré ma fille et il l'a violée. Moi, je viens, je regarde cette fille, je trouve que bon, elle a des défloration ancienne, donc elle connaissait l'homme il y a longtemps et tout ça. Là. Entre elle et moi, dans le bureau, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis allé avec mon copain. Et ma mère, qui ne voulait pas ça, voilà qu'elle a porté plainte contre mon copain. Donc là, ça pose un problème. Parce qu'il y a consentement. Parce qu'il y a consentement. Non. Mais le problème, c'est qu'elle est mineure.
Si elle est mineure, voilà, c'est qu'elle n'a pas la capacité. Voilà, elle a moins de 18 ans. Voilà. Donc là, le terme consentement, vous allez le mettre en guillemets. Non, je voudrais savoir, même s'il y a eu violence, même s'il y a eu violence, avec traumatisme, si le consentement est requis, il n'y a pas de viol. Non, 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 non. Mais il faut que la personne soit à mesure d'avoir un consentement. C'est-à-dire, on considère que la loi, peut-être, la loi considère que lorsque c'est une personne mineure, elle ne peut pas... Non, non, j'écarte le cas. Ce qu'il écarte là, c'est toujours dans le cas des vices. Lorsque vous allez voir à l'intérieur du livre, vous allez voir des cas multiples de vices. Par exemple, la fille, dans le cas du sadisme, la fille accepte que le jeune la frappe, la blesse. Il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de viol. Parce qu'elle a accepté. Donc, dès l'instant qu'il y a consentement... Et qu'elle est majeure. Et qu'elle est majeure. Mais si elle est mineure... Même s'il y a eu traumatisme, mais si elle est du point de vue de la loi, quoi. Dès lors qu'elle est mineure, elle accepte ce sadisme-là, qui la frappe, qui la blesse. C'est une forme de maladie. C'est ce qu'on appelle les sadomasochistes. Il y a des sadomasochistes. Non, je sais qu'il a fait quand même un récapitulatif de tellement de... Voilà, les sadomasochistes, c'est des personnes qui ont le plaisir dans la violence. Dans la violence. Donc même si la fille accepte, il s'agit toujours de déterminer son âge. Si elle est majeure, ça c'est tant pis pour elle, parce qu'elle a accepté. Mais dès lors qu'elle est mineure, c'est que le professeur dit, je suis d'accord avec lui, au cours d'une assise, j'ai vu la fille qui pleurait, qui disait il ne faut pas qu'on condamne son copain. Son copain. Parce qu'elle a vécu avec lui pendant près de 3 ans, mais elle avait 14 ans. Ouais. C'est qu'elle ne savait pas. Parce que les mineurs sont protégés. Les mineurs sont protégés. Par la loi. Et le monsieur, il a eu ses 10 ans de prison. Voilà. Bien, alors donc, quels sont les autres intervenants justement dans cette expertise judiciaire, à part le médecin légiste? Le premier cas d'abord que je voulais dire, M. Djibril, c'est l'aspect juridique. D'accord. Le fait que le législateur guinéen ait prévu aux articles 258 à 274 du Code de procédure pénale l'expertise judiciaire, qui donne une force aux médecins. Parce que n'est pas médecin légiste qui le veut, c'est celui qui a fait des formations et qui a suivi et qui a son diplôme. Alors, quels sont les autres intervenants? Le premier intervenant, lorsqu'une infraction est commise, c'est l'officier de police judiciaire qui va intervenir sur les lieux, qui va regarder les circonstances dans lesquelles se trouve le corps, le crime a été commis, quelle est la victime, et puis avant de faire recours au médecin légiste. Donc, l'officier de police judiciaire, lui, il est obligé de le faire. Après, lorsqu'il aura reçu le rapport du médecin légiste, il va faire un procès verbal. Et c'est ce procès verbal qui va être envoyé au niveau du parquet et qui va aller jusqu'à la juridiction du jugement. Mais dans l'étude que le professeur a faite, une bonne étude, maintenant il s'interroge comment se fait-il qu'une affaire de viol, que lui il a constaté et qui est effectivement un viol, qui arrive au niveau du parquet et qu'il constate là qu'il y a soit un classement sans suite, soit un désistement. Parce que peut-être... Alors, parlons-en. Non, je ne veux pas que tu... Je ne veux pas que vous touchiez ce point-là. Oui, d'accord. Le procureur de la République, la loi lui donne la possibilité de classer sans suite un dossier. Et on ne peut pas l'interdire. C'est la loi qui le donne. Même quand les faits sont établis. Il classe sans suite. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut avoir un recours. C'est en cela que je salue le nouveau code de procédure pénale. Parce que quand le procureur, dans des cas de figure, classe un dossier sans suite, on peut faire recours au procureur général. On peut aller jusqu'au niveau du ministre de la Justice. Ça c'est important. Alors maintenant, de recours, quoi. Voilà. Maintenant, le deuxième volet que vous avez posé, c'est celui du désistement. Il faut dire une fois pour toutes qu'en matière criminelle, il ne peut pas avoir de désistement. Non, on peut pas arrêter la chaîne. Et les magistrats qui s'amusent à accepter un désistement en matière criminelle, ils peuvent aller devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature. D'accord, c'est très intéressant. On reviendra justement sur l'expertise judiciaire. On me fait signe qu'on est un peu pris par le temps. Par rapport justement à ces problèmes, à ces crimes émergents que nous connaissons dans la cité et leurs problématiques par rapport justement aux innovations apportées par le nouveau code pénal, par rapport justement à toutes ces réalités que notre cité connaît aujourd'hui. Quel est votre dernier mot pour essayer justement de dédramer
dédramatiser la situation, faire en sorte qu'il y ait moins de crimes, ou alors que nos services de police judiciaire, n'est-ce pas, que les experts à cet effet soient plus prompts pour quand même renforcer les bases opérationnelles, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire guinéen. Monsieur Djibril, on est fiers aujourd'hui en Guinée d'avoir tous les textes. Tous les textes internationaux, on les a. Mais il faut aller maintenant à la formation des cadres, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des greffiers, des huissiers, des avocats. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet qui est aussi fondamental, il faut que l'État vienne en aide. Il faut que l'État donne les moyens à toutes ces structures-là. Regardez, il est indiqué dans le code de l'enfant. Lorsqu'un enfant mineur est arrêté, l'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer ses parents que l'enfant est arrêté. Parce que tout à l'heure dans votre intervention, vous avez parlé du cas de la disparition. La disparition, oui. Il peut y avoir des disparitions forcées et qui sont maintenant prévues dans le code pénal. Oui. Même s'il s'agit d'un majeur, lorsque l'officier de police judiciaire l'arrête, la constitution guinéenne dit d'informer. Il a d'abord le droit d'avoir un avocat immédiatement. Oui. L'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer les parents de la personne. Alors, au cours d'un débat, quelqu'un m'a demandé, mais où l'OPG va lever son téléphone? Mais bon Dieu, c'est l'État. Bien. Alors, par rapport à la même question, et votre dernier mot. Bon, moi je pense que la formation continue est indispensable. Il faut former les magistrats, il faut former les médecins, il faut former les officiers de police judiciaire. Aujourd'hui, ce qu'on doit encourager, c'est qu'il y ait une tribune qui va mettre en place les officiers de police judiciaire, les magistrats et les médecins légistes pour échanger, pour harmoniser nos positions. Parce que moi, j'avoue que je passe beaucoup de temps au téléphone pour répondre à des questions médico-légales qui me sont posées par les magistrats ou les officiers de police judiciaire. Je crois qu'il faut encourager la formation continue. Deuxième élément qui me semble important, c'est d'équiper les services. C'est vrai. On se débrouille avec le peu de moyens. Aujourd'hui, on a une police scientifique, mais qui n'est pas équipée. S'il y a un crime aujourd'hui, on arrive sur les lieux, on ne peut pas prendre les empreintes digitales, on ne peut pas faire des prélèvements de sang. Même si on effectue ces prélèvements, on ne peut pas les analyser. Donc il faut équiper le laboratoire de police scientifique. Bien. Donc il faut équiper les laboratoires de police scientifique. Et enfin, il faut équiper le service de médecine légale. D'accord. Voilà, donc amis téléspectateurs, c'était là l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur l'expertise judiciaire et ses conséquences sur la manifestation de la vérité en matière de recherche des causes du crime. Et pour cela, justement, j'ai reçu ici même, d'ailleurs, au plateau de la télévision nationale, M. Mamadou Aliou Dramé, à qui je dis merci d'être venu dans cette émission. Merci. Justice et démocratie. Je précise qu'il est expert international en matière de justice et avec lui dans cette émission Justice et démocratie, le professeur Alassane Ba, il est médecin légiste. À lui également, nous disons merci d'être venu dans cette émission Justice et démocratie. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo et merci de l'avoir pratiquée.